Le français après. Voilà, bel apprentissage. Je voudrais d'abord remercier bien sûr les organisateurs pour cette réunion de réflexion cerveau et tout particulièrement Madame Nathalie Varnier. Cela dit, nous sommes dans un XXe siècle où le monde est difficile au niveau géopolitique, est difficile au niveau économique, et on pourrait dire pourtant au niveau santé, c'est ce qui va le mieux. Beaucoup de recherches, beaucoup de résultats, une longévité étonnante, 3 mois de plus par année, on pourrait se dire, c'est merveilleux. Et en fait, ça n'est pas si merveilleux que ça, cette longévité. Parce qu'avec la longévité, avec l'âge, bien sûr qu'on vit plus longtemps. Donc on a plus, dirais-je, de chances de rencontrer des facteurs de risque. Et en fait, cette longévité va faire que nous allons effectivement connaître de plus en plus de facteurs de risque. Et ces facteurs de risque peuvent nous entraîner dans la bascule dans une maladie cérébrale dégénérative. Car en fait, l'âge, le vieillissement en tant que tel, n'a rien à voir avec la maladie dégénérative cérébrale. La maladie dégénérative cérébrale, c'est une pathologie. La meilleure des preuves, c'est que les cas qui ont été détectés les plus jeunes étaient de l'ordre de 36-38 ans. Par contre, effectivement, plus on vieillit, plus on va user la machine, plus on va avoir de facteurs de risque, et par conséquent, facteur de risque plus facteur de risque, eh bien à un moment la coupe est pleine, et si nous avons un certain terrain, et peut-être que tous, mauvaise nouvelle, nous avons ce terrain, eh bien nous allons basculer dans cette maladie dégénérative cérébrale. Il faut quand même se dire que, effectivement, c'est un défi important, parce que qui dit maladie dégénérative cérébrale, dit perte d'autonomie. Perte d'autonomie, c'est un problème pour le patient, c'est un problème pour la famille, c'est un problème pour chacun de nous, citoyens, car c'est un problème aussi économique. Ce sont quand même 24 millions de personnes dans le monde, c'est-à-dire en plus un cas de plus tous les 7 secondes. En Europe, c'est 7 millions, 20 millions, comme on dit, d'aidants. Or, ces aidants sont en risque eux aussi, car il n'y a rien de plus usant que d'aider un patient Alzheimer. Il faut vraiment l'avoir fait pour savoir combien la personne aidante va être en facteur de risque. Quand en France, notre petite France, qui est mon pays, ils sont quand même 860 000 et on nous promet en 2020 2 millions de personnes. Donc c'est quand même un grand challenge de se dire que faire. Que faire parce qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'on ne sait pas qui fera une maladie d'Alzheimer. On ne sait pas identifier les mécanismes évolutifs de cette maladie. Et jusqu'à preuve du contraire, on n'a aucune thérapie médicamenteuse ou autre qui permet de nous protéger contre la maladie, de ralentir l'évolution de la maladie et de surtout guérir le patient, c'est-à-dire d'arrêter le mécanisme dégénératif. Il y a énormément, bien sûr, d'études multicentriques qui se font, dont ces deux-là, j'ai choisi ces deux-là, j'aurais pu en dire d'autres. De toute façon, toutes les études qui sont en cours aujourd'hui, essaient d'identifier, de valider de nouvelles cibles thérapeutiques, essaient de trouver de nouveaux marqueurs, à la fois pour détecter les gens précocement, c'est tout à fait important, mais aussi pour suivre leur évolution, et ils essaient de comprendre quel est le processus de commencement de la maladie, mais aussi son processus d'évolution. Pour notre part, en France, on a la Haute Autorité de Santé
qui a mis en place des plans d'action. Un plan d'action, il y a des patients, un certain nombre, comme vous avez pu le constater, donc il faut quand même essayer de faire quelque chose en l'absence de toute technique curative. Donc il préconise bien sûr un diagnostic précoce, bien sûr une coordination des soins entre les différentes prises en charge, qu'elles soient psychologiques, qu'elles soient cliniques ou autres. Et chose nouvelle, il préconise aussi d'aider les aidants et de suivre justement les personnes qui aident ces patients. Cela dit, nous en sommes ici à aucune réponse pour le patient et sa famille. Oserais-je dire, en tant que chercheur, on cherche. Pour notre part, je vais vous relater un peu l'histoire. Vous voyez, une histoire qui a commencé en 84 et qui se continue, où effectivement, nous savons, depuis 84, nous savons détecter précocement les patients. C'est-à-dire un diagnostic précoce, c'est que la personne est gênée, a des difficultés, mais a une vie quasi normale. On ne soupçonne pas d'être dégénérative. Dans cette banque de données qui est d'un peu plus de 15 000 personnes, on a détecté 13% de personnes qui, pour nous, étaient susceptibles d'être déjà dans une évolution dégénérative. Je dis bien susceptible parce que cette investigation est uniquement psychométrique. Donc en aucun cas la valeur de diagnostic. Aussitôt, nous avons envoyé ces personnes au neurologue. Et nous avons travaillé pendant de nombreuses années avec le professeur Ancurel, malheureusement qui n'est plus des nôtres, et le professeur Christian Desrouannet, qui est toujours bon pied bon oeil, qui, eux, recevaient ces patients, très souvent nous disaient, effectivement, peut-être, je revois dans 6 mois. Je le revois dans 6 mois. On les envoyait ensuite en imagerie cérébrale, selon les techniques du docteur Lassen, qui a été l'un des initiateurs de l'imagerie cérébrale. Et là, on nous disait, ben, l'image est classique, normale pour l'âge. Rien de particulier. Il se trouve malheureusement que nous avions toujours raison et que entre 1 an, 2 ans, voire 4 ans en plus, les personnes que nous avons détectées ont toutes basculé dans une maladie dégénérative cérébrale. Cette banque de données a permis aussi de caractériser 4 grands types d'évolution, ceux qu'on appelait les purs et durs physiologiques, c'est-à-dire pas d'hypertension, pas de diabète, rien, aucune opération, rien. C'est des gens qui avancent dans l'âge d'une façon extraordinaire. Des personnes, 64%, la majorité de personnes qui avancent dans l'âge avec les petits bobos habituels à l'âge. 12% avec des problèmes psycho-affectifs, ça peut être des anxiétés importantes, des dépressions, mais même des éléments psychiatriques. Et puis, ces fameux 13% que, pour ma part, j'appelle les funambules. C'est-à-dire les gens qui sont sur le fil, et on se dit, ils vont aller tout droit, ils vont tenir sur le fil, ou ils vont basculer. Et là, on est vraiment dans la grande précocité. Ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est que bien sûr, là, le problème de mémoire, notamment de mémoire immédiate, est vraiment le signe d'alerte. Mais, pas n'importe quel problème de mémoire. Un vrai problème de mémoire immédiate. Or, la plupart du temps, on se base sur la performance de la personne. Mais moi, si vous me demandez de faire un test de mémoire et que je n'ai pas envie de répondre, je ne réponds pas. Est-ce pour autant que je n'ai pas de mémoire? Entre résultat, performance et réelle
niveau de capacité de mémorisation, il y a un grand fossé. Donc, importance de la plainte de mémoire, importance du déficit de mémoire, oui, ça c'est vrai que c'est le signe d'alerte, mais à la condition que ce soit vraiment un déficit de mémoire immédiate, authentifié. Car combien de personnes ne savent pas utiliser leur mémoire? Dans cette salle, je vous dis 15 mots. Je prends tous les paris, ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais ça pourra être une autre fois. Je prends tous les paris qu'il n'y en a pas un d'entre vous, 15 mots, c'est rien, qui me redonnera ces 15 mots. Ces 15 mots, c'est les tests des 15 mots de Ray, il a été énormément validé, et en général, Ray a montré que la majorité des gens n'en redonnent que 7, plus ou moins 2. Et ce n'est pas une performance extraordinaire. 7, 2 fois 7, 14, sur 15, ça veut dire en fait, une fois je réussis, une fois je ne réussis pas. Donc ça veut dire que la majorité de la population ne sait pas utiliser sa mémoire, ne sait pas mémoriser. Donc c'est pourquoi je me permets d'attirer votre attention sur le fait qu'est-ce qu'un vrai problème authentique de mémoire. Il ne faut pas se tromper. Quand effectivement vous apprenez à la personne à apprendre, elle va vous donner la performance, et les 15 mots en général, tout le monde, quel que soit l'âge, car ce n'est pas une question d'âge, quel que soit l'âge, la personne, en 2 essais, 3 au maximum, vous redonne les 15 mots. Dans des séries équivalentes, hein, c'est pas toujours la même, bien sûr. Donc, à partir du moment où quelqu'un, alors qu'on lui a montré comment faire, n'est pas capable de donner la performance, là, on est vraiment dans un cas de vrai déficit mémoriel. Et là, on peut commencer à travailler. Alors, la réponse que nous, on a fait depuis des années, c'est de dire on n'a pas de molécules. En tant que chercheur et pharmacologue, je crois que j'ai testé dans ma carrière toutes les molécules dites du cérébral. Il n'y en a pas. Les premières thérapeutiques que le professeur Ancurel donnait dans le cas de malades dégénératifs était le piracétam. Pas plus d'effet non plus à long terme, impossible de guérir et d'arrêter la maladie. Donc, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut quand même donner une réponse à ces patients. Même si on arrive à les détecter précocement, on va leur dire très bien, vous êtes dans une évolution dégénérative. On va regarder ce qui se passe. So what? Pour la famille, pour le patient, c'est pas confortable quand même. Hein. Surtout qu'on sait maintenant que l'évolution peut se faire sur 12 ans, 15 ans, voire 17 ans. Donc nous, on a pris la position de donner une réponse immédiate aux gens. Et en plus, une réponse qui est insatisfaisante. On ne va pas arrêter la maladie. On va être battu de toute façon par la maladie. Mais au moins, on va arriver à faire vivre ces personnes dans une meilleure autonomie, avec une meilleure image pour leur famille et pour eux-mêmes. Et on a pris cette disposition. Et en fait, on a mis en place une activation cérébrale que j'appelle thérapeutique. Il ne s'agit pas de petites stimulations avec des petits jeux. Il s'agit d'un programme thérapeutique d'activation cérébrale qui va permettre d'optimiser les neurones qui sont encore actifs, mais aussi de recruter les neurones dormants, tous ces réseaux dormants que nous avons, même nous en avons. Et maintenant, on le sait depuis une dizaine d'années, pourquoi pas essayer de générer des neurones nouveau-nés. Donc en fait, la finalité de l'activation cérébrale thérapeutique, c'est de développer, d'activer, de développer le potentiel de neuroplasticité. Vous le savez tous dans cette salle que nous avons 2 hémisphères
qu'ils sont reliés par un corps calleux et que chacun de ces hémisphères assume des fonctions différentes. Or, selon que notre éducation, notre parcours, nos choix, eh bien, nous allons choisir des activités plutôt que d'autres, des loisirs plutôt que d'autres, et par conséquent, dans notre façon de nous comporter cérébralement, nous allons utiliser plus ou moins l'hémisphère droit ou l'hémisphère gauche. Et par conséquent, nous avons tous, effectivement, ici dans cette salle, un certain nombre de réseaux dormants. De la même façon, on peut considérer, fonctionnellement parlant, que nous avons deux grands étages dans le cerveau. Un étage sous-cortical, où on est dans le système limbique, dans l'émotionnel, la sensibilité, la réaction affective, et un circuit, un étage cortical, où là on est rationnel et on prend une décision en fonction de critères parfaitement pragmatiques et objectifs. Donc l'idée de l'activation cérébrale et du programme d'activation cérébrale, c'est d'amener les personnes à se utiliser, activer, recruter de façon harmonieuse, gauche et droit, et par conséquent de favoriser les échanges entre les deux hémisphères. Eh bien là, l'activation mise au point depuis un certain nombre d'années, qui a fait ses preuves, puisqu'il y a énormément de publications scientifiques qui ont été faites pour montrer les résultats objectifs et les résultats, c'est, je l'ai appelé Gym Cerveau, c'est un programme qui est sous forme de jeu, parce qu'après tout, faisons-le d'une façon ludique, c'est quand même plus agréable, qui regroupe 6 types d'activités différentes, et chaque activité est programmée soit en vivacité, simplement, soit en mémoire à court terme, soit en mémoire à long terme. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller sur notre site et vous pourrez voir un programme complet d'une séance et, pourquoi pas, tester ce qu'est l'activation cérébrale. Les résultats, comme je vous l'ai dit, ont été largement publiés sur des populations diverses et variées, mais nous l'avons aussi, je l'ai aussi utilisé chez des patients Alzheimer. Voilà un cas de patient Alzheimer détecté très précocement, puisque le diagnostic a été définitivement posé 6 ans après la première visite. L'important, et pour moi c'est vraiment l'important, c'est que le plus tôt possible, dès qu'une détection est, on va dire, même suspectée, eh bien, c'est de mettre en place l'activation cérébrale dans cette première année de détection. Pour ce patient, avec l'imagerie cérébrale, nous avons pu montrer que nous avions recruté dans l'année 50% de territoires actifs. Quand on calcule au niveau de l'imagerie, les zones qui se révèlent actives. Cette patiente que j'ai suivie pendant près de 17 ans, cette augmentation, ce recrutement donc de réseaux dormants, nous l'avons vu la première année d'activation cérébrale. Tous les ans, il y a eu une évaluation en imagerie cérébrale. Jamais elle n'a recruté d'autres territoires. Elle est restée autonome chez elle pendant près de 12 ans. Après, il fallait quand même qu'il y ait quelqu'un auprès d'elle. Mais elle est restée tout le temps au domicile et on a pu voir une augmentation de sa vivacité, y compris de sa mémoire, quel est véritablement le grand problème de ces patients Alzheimer. Ils ne s'intéressent plus. D'ailleurs, ce qui fait parmi toutes les différentes pathologies dégénératives, la caractérisation d'un patient Alzheimer, c'est son regard. Il vous regarde, il passe au travers. Vous avez l'impression qu'il passe au travers. Là, vous êtes sûr, vous avez un patient Alzheimer. Ce n'est pas une coario, c'est pas ceci, c'est pas cela, c'est un patient Alzheimer. Donc, une des premières choses à leur amener, c'est de les remettre en phase avec la perception.
Comment voulez-vous mémoriser quelque chose si vous n'avez pas entré? Si je ne vous demande pas votre prénom, je ne vais pas pouvoir le mémoriser. On est d'accord? De temps en temps, il faut dire des choses simples pour bien comprendre les problématiques de base. Hein? Bien. Donc là, on a été gagnant. Et bien évidemment, comme ce patient se sent mieux, a une meilleure image de lui, une meilleure estime de lui, et là, il va s'ouvrir aux autres. Et là, on est dans un cercle vertueux. Comme il s'ouvre aux autres, il ose communiquer, il active, et on est dans le cercle vertueux. C'est aussi très important de prendre en considération que un patient, c'est quelqu'un qui est dans un environnement. C'est quelqu'un qui doit être dans une interactivité. Ce dont manque le patient Alzheimer le plus, c'est d'interactivité. Naturellement, le deuxième but important qu'on recherche, c'est de mettre en place cette neuroplasticité. Cette neuroplasticité est un peu différente de celle que vous nous avez présentée, c'est-à-dire que là, on n'est pas sur un changement de morphologie, mais on est par contre sur un changement fonctionnel. L'un des exemples les plus simples d'expliquer la neuroplasticité fonctionnelle, c'est par exemple après un AVC, un accident vasculaire cérébral, on a un patient qui a des problèmes de langage. Il fait une rééducation avec une orthophoniste, il va récupérer en tout ou en partie son langage. Si on fait une imagerie cérébrale, on s'aperçoit que c'est la zone en miroir dans l'hémisphère droit qui a pris le relais de la zone lésée. Ça, c'est une définition de neuroplasticité fonctionnelle cérébrale, à savoir que une population de neurones va être éduquée à assumer une autre fonction que celle qu'elle assumait initialement. Et puis maintenant, nous avons tous les travaux américains qui nous montrent qu'on peut avoir des neurones nouveau-nés, on peut même les créer. Or, par hasard, ces neurones nouveau-nés, on se réagir, on les trouve dans les lobes olfactifs et on les trouve dans l'hippocampe. Effectivement, zone d'apprentissage absolument imparable dans les processus de mémorisation. On sait aussi, grâce aux chercheurs expérimentalistes, que ces petits neurones nouveau-nés sont capables de migrer. Pourquoi n'iraient-ils pas migrer là où on a besoin d'eux? Là, c'est tout un champ extraordinaire de recherche qui est amené et d'espoir thérapeutique. On est en train, en thérapie pour ce type de pathologie, de tout simplement utiliser les ressources existantes du cerveau. Je ne dis pas qu'il ne faut pas rechercher de nouveaux médicaments qui aideront les patients, parce que dans toute ma carrière de maintenant près de 40 ans, malheureusement, j'ai été toujours battue par la maladie. C'est toujours elle qui l'a emporté. Donc bien évidemment, il faut continuer à chercher de nouvelles thérapeutiques, de nouveaux médicaments, de nouveaux suppléments nutritionnels, parce que effectivement, la nutrition est importante. Le cerveau est un énorme consommateur d'énergie. On ne peut pas faire progresser quelqu'un s'il n'y a pas toute cette énergie à l'intérieur cérébral. Donc bien évidemment, les déficits nutritionnels que l'on voit apparaître chez ces patients, si on les compense, bien évidemment, c'est un élément de plus qui va permettre qu'on va apporter un bienfait thérapeutique à ces patients. Il n'y a pas une technique suffisante pour ce type de pathologie. C'est un ensemble, une convergence de moyens thérapeutiques qui permettra peut-être de venir à bout de cette maladie, enfin, de ces différentes pathologies dégénératives. Alors, bien évidemment, je vous ai dit, il ne s'agit pas de petites stimulations et de petits jeux. Hein. Il s'agit vraiment d'une activation cérébrale, mais par contre sous forme ludique, sous forme de jeu. Et c'est plutôt qu'une heure d'activation, ce sont plutôt de 10 à 15 minutes, 2-3 fois par jour.
plutôt qu'1 heure. D'abord, c'est trop fatigant pour ce type de patient. Et puis, on va aussi inclure dans le programme des apprentissages nouveaux. Ça veut dire qu'il n'y a pas un patient qui ressemble à un autre et que forcément ce programme est toujours personnalisé. On va aller chercher des activités que le patient ne faisait jamais, justement pour aller générer toute cette dynamique de recrutement des réseaux dormants, mais aussi, pourquoi pas, créer cette neurogénèse de petits neurones nouveau-nés. Alors, je connais des patients qui arrivent à faire cette démarche seuls, surtout quand ils sont vraiment très précoces. Quand ils sont déjà avancés à 4-5 ans, ils n'ont pas la motivation pour le faire. Quand ils sont très précoces, ça peut, mais c'est exceptionnel. Il y a toujours la nécessité quand même d'un coach. Il y a toujours la nécessité de développer ce programme au moins pendant 6 à 10 mois. C'est le délai nécessaire pour voir une différence sur une imagerie cérébrale avant et après activation. Et enfin, il y a nécessité, bien sûr, d'évaluation et de communication très fréquente avec la famille et les aidants, avec les différents intervenants, orthophonistes, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, avec bien sûr le neurologue et le médecin traitant, et une fois par an, l'imagerie cérébrale. C'est vraiment la nécessité d'un programme tous les jours. Aujourd'hui, ces patients, dans le meilleur des cas, ont quelques séances d'orthophonie. En France, en tout cas, on peut arriver à 3 par semaine. Une séance d'orthophonie, c'est 3 quarts d'heure. Voir ce type de patient, c'est déjà 1 quart d'heure, 20 minutes au départ. Il faut à peu près 10 minutes, 1 quart d'heure à la fin. Ça fait en gros 15 minutes de travail thérapeutique. Même 3 fois par semaine, ça fait en gros 3 quarts d'heure. Quel résultat voulez-vous qu'on obtienne, quel que soit le savoir-faire de l'orthophoniste? C'est tous les jours qu'il faut mettre en place l'activation cérébrale. Le e-cerveau, j'ai beaucoup de cadres supérieurs en France qui l'ont intégré dans leur vie professionnelle. De temps en temps, ça leur est utile pour déstresser. Hein. Et puis, bien sûr, il y a à l'intérieur de ce kit le mode d'emploi à chaque fois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'une grande formation. On peut l'utiliser direct. Il n'y a pas besoin d'être psychologue, il n'y a pas besoin d'être orthophoniste. On peut l'utiliser facilement. Un petit guide nutritionnel, c'est prévu. D'ailleurs, je crois que j'ai été une des premières à faire un livre qui s'appelait Croque-cerveau, nutrition et cerveau. Donc, bien sûr, la nutrition est importante et notamment importante, qui plus est pour ce type de patient. Et puis, une clé USB pour accéder à l'espace de notre site, où il y aura un forum, où il y aura des vidéos complémentaires et où on pourra échanger même avec des points de rencontre spécifiques. Donc, c'est vraiment apporter l'activation cérébrale auprès du patient, puisqu'on sait qu'il faut qu'elle soit très présente dans sa vie. Et c'est aussi aider la famille et les aidants. Et puis, on peut aller plus loin. Projeter. On n'est pas chercheur pour rien. Ah non, ça, c'est pas bien, celui-là. Il me manque la fin. Il me manque le... Rêvons un peu que nous allons pouvoir convaincre la communauté scientifique, médicale et tout simplement humaine d'aller très précocement dans la prévention. Tout au départ. Et là, j'ai conçu un espace cerveau, où bien sûr il y a de l'information pour le cerveau, ça les gens sont très friands, mais il y a des aventures cerveau, qui sont des serious games, basés bien sûr sur toute la banque de données d'exercices validés que j'ai pu amasser en 40 ans. Donc les gens pourront faire un parcours cerveau, jouer cerveau, c'est bon pour votre cerveau, c'est-à-dire que sans le savoir, ils feront comme M. Jourdain qui faisait des vers sans le savoir, et bien sans le savoir, ils vont activer harmonieusement, beaucoup plus harmonieusement leur cerveau, et ouvrir au moins tous les réseaux qu'ils ont au niveau cérébral. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, eh bien, il y a effectivement des petites zones qui sont des trainings particuliers au niveau de la nutrition, du e-cerveau et du neuromanagement, du stress, de la mémoire et de la perception. Et pour aller encore bien plus loin, pour faire comme Coca-Cola, qui a commencé par les jeunes pour avoir les parents, eh bien, pour les parents qui iront faire leur parcours d'aventure cerveau et qui ont des tout petits, ils pourront avoir un espace
pour les tout-petits qui les attendront, où là aussi, on commencera à montrer aux parents comment on peut déjà ouvrir tout ce potentiel cérébral extraordinaire qu'un être humain dans sa vie, même à 120 ans, aujourd'hui, n'a certainement pas consommé et utilisé. Je vous remercie.